Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Voici le dernier chapitre du cours sur le cytosquelette qui décrit les rôles des filaments intermédiaires. Ces rôles sont variés selon les localisations cellulaires et selon la composition en protéines des filaments intermédiaires. Voici d'abord les filaments à base de kératine. Les kératines sont une famille de protéines dont on connaît principalement deux formes, l'alpha et la bêta-kératine. L'alpha-kératine est aussi appelée cytokératine. Elle est présente chez les mammifères et donc chez l'homme. Actuellement, on a identifié une vingtaine d'alpha-kératines. La bêta-kératine, quant à elle, est spécifique des reptiles et des oiseaux. Elle est beaucoup plus résistante que l'alpha-kératine. Les kératines ont une conformation conservée, fibreuse et hélicoïdale, due aux liaisons hydrogènes entre les acides aminés qui les composent. Ces molécules ont une grande rigidité grâce au taux important de cystéine dans la séquence. Ces acides aminés soufrés forment des ponts disulfures entre les molécules, ce qui les rend rigides. Les alpha-kératines sont des hétérodimères composés de kératine de type 1, dite aussi kératine acide, et de kératine de type 2 ou kératine neutre ou basique. Seuls ces hétérodimères sont stables et sont capables de s'enrouler autour d'autres molécules pour former les filaments intermédiaires. Il existe de nombreux types de kératine, nommés K1 à K18, dont la distribution est spécifique d'un tissu. En particulier, elles sont retrouvées dans les cellules épithéliales, les kératinocytes, les cheveux et les ongles. Sur cette diapositive de microscopie à fluorescence, deux protéines cellulaires ont été marquées. D'une part, la kératine, en vert. Vous pouvez voir l'organisation en filaments répartis dans tout le cytoplasme et dirigés vers la membrane plasmique. Et d'autre part, la desmoplaquine, dont vous pouvez voir les ponctuations au bout de chaque filament de kératine. Le schéma de gauche explicite cette photo. Les filaments intermédiaires à base de kératine vont d'un bout à l'autre de la cellule et sont connectés à deux complexes protéiques que sont les desmosomes et les hémidesmosomes, dont on va parler dans un instant. Cet attachement aux desmosomes et aux hémidesmosomes permet de créer un lien entre les cellules, ce qui assure la cohésion des tissus et la résistance aux forces de traction. Les desmosomes, du grec desmos qui veut dire lien, sont des complexes protéiques qui assurent la jonction entre les cellules. Vous en avez sur la gauche de la diapositive une vue en microscopie électronique à transmission. Vous pouvez voir les membranes plasmiques de deux cellules adjacentes, les complexes protéiques denses aux électrons qui apparaissent noirs sur l'image et les filaments intermédiaires qui irradient à partir de cette structure. Le schéma central est une photo toujours de microscopie électronique à plus forte résolution et les différentes protéines ont été colorées. Vous pouvez donc repérer en rouge les membranes plasmiques et en blanc les dimères de cadérine desmosomale. Ces cadérines sont des protéines transmembranaires qui ont une région extracellulaire qui interagissent entre elles et forment donc des jonctions entre les cellules. Cette structure est rendue solide grâce aux deux autres protéines intracellulaires qui interagissent avec la région cytoplasmique de la cadérine desmosomale. Il s'agit de la placophiline, en jaune, et de la placoglobine, en orange. Ces protéines servent d'ancrage aux desmoplaquines. La desmoplaquine est cette longue protéine en bleu sur la photo, dont la région N-terminale interagit avec les filaments intermédiaires de kératine, représentés en vert, et connecte les cadérines aux filaments intermédiaires. Comme je l'ai dit précédemment, les desmosomes sont des liens entre les cellules et permettent la cohésion des tissus. Les filaments intermédiaires, quant à eux, forment une charpente structurale pour le cytoplasme et assurent la résistance aux forces latérales entre les cellules. Comme vous pouvez le voir sur ce cliché de microscopie électronique toujours, les hémidesmosomes ont une apparence similaire aux desmosomes, hormis le fait qu'il s'agit de structures asymétriques. Il y a deux différences principales entre les hémidesmosomes et les desmosomes. Les desmosomes, comme on vient de le voir, permettent l'attachement de deux cellules adjacentes, alors que l'hémidesmosome va relier la cellule à la matrice extracellulaire. La deuxième différence réside dans la nature des protéines transmembranaires qui les composent. Ici, il s'agit d'intégrines.
les intégrines sont des dimères de protéines dont la région extracellulaire interagit avec la laminine, une protéine de la matrice extracellulaire. Je vous rappelle que dans les desmosomes, la protéine transmembranaire est une protéine de la famille des cadérines. Nous avons déjà parlé des intégrines lorsque nous avons abordé les différentes étapes de la migration cellulaire, et en particulier l'élaboration des points focaux. Dans ce cas-là, les sous-unités d'intégrines impliquées étaient capables d'interagir avec la fibronectine et de les connecter aux filaments d'actine. Ici, dans le cas de l'hémidesmosome, les intégrines connectent les filaments intermédiaires par le biais d'une interaction avec la plectine et la protéine BP230. Ces structures sont appelées les plaques d'adhérence, qui ont pour rôle de permettre l'adhérence des cellules à leur support, c'est-à-dire à la lame basale. Cette diapositive vous montre l'implication des filaments intermédiaires dans la formation de l'épiderme. La couche basale des cellules de l'épiderme, que sont les kératinocytes, repose sur la lame basale, en bas du schéma représenté ici. Vous pouvez y repérer les filaments intermédiaires, les hémidesmosomes et les desmosomes. Ces cellules expriment majoritairement les kératines de type 5 et 14. Au fur et à mesure de la formation de la couche cornée, on voit apparaître une modification de l'expression des kératines, avec par exemple des kératines 1 et 10 qui sont surexprimées au niveau de la couche épineuse et une modification de la structure des filaments intermédiaires. En effet, dans la couche granuleuse, on va voir apparaître un excès de kératine, ce qui va entraîner la formation d'agrégats de plus en plus gros jusqu'à la mort des cellules. Ces cellules mortes composent la couche cornée, c'est-à-dire la couche la plus superficielle, et ces cellules restent attachées les unes aux autres grâce au desmosome. Il existe des maladies liées à un dysfonctionnement des filaments intermédiaires à base de kératine de l'épiderme. Ces maladies sont toutes des maladies héréditaires dues à des mutations dans les kératines. Le premier exemple est la maladie héréditaire rare appelée épidermolyse bulleuse simplex. Elle est due à des mutations des kératines 5 et 14, donc celle exprimée dans la couche de cellules la plus profonde de l'épiderme, la couche basale de kératinocytes, celle qui repose sur la lame basale. Ces mutations ont pour conséquence une défaillance du système d'adhésion des cellules dermiques et se manifestent par une peau fragile. Les frottements, même légers, de la peau et les traumatismes induisent le décollement de la peau sous forme de bulles par manque de cohésion entre les cellules et la lame basale. Le deuxième exemple est l'érythrodermie congénitale ichthyosiforme bulleuse, maladie due à des mutations des kératines K1 et K10, celle exprimée dans la couche épineuse de l'épiderme. Cette maladie se manifeste par une prédominance de bulles et d'érosion au niveau de la peau. Pour finir, la kératodermie palmoplantaire épidermolytique est due à des mutations de la kératine 9, celle exprimée dans la couche de transition, juste avant la perte du noyau des cellules. Dans ce cas, on voit un épaississement de la peau au niveau des paumes, des mains et des pieds. Pour finir avec les filaments intermédiaires de kératine, ils sont la base des poils et des cheveux. Le follicule pileux est composé de plusieurs parties, le bulbe, la tige du cheveu et les glandes sébacées. Le bulbe contient la cisgénératrice épithéliale qui produit des cellules corticales. Ces cellules, au cours de leur progression dans la tige du cheveu, s'enrichissent en kératine et forment le cheveu. Cette assise génératrice épithéliale produit aussi des mélanocytes qui contiennent des grains de mélanine qu'on appelle des mélanosomes. Ces mélanines sont des pigments dont il existe différentes molécules. Par exemple, le mélanine qui donnera un cheveu de couleur sombre, alors que la phéolmélanine donne des cheveux de couleur claire. Revenons aux cellules corticales. Elles forment ce qu'on appelle le cortex du cheveu. Ces cellules produisent une grande quantité de filaments de kératine organisés en fibrilles. La kératine contient, je vous le rappelle, environ 14% de cystéine, et la cystéine est un acide aminé soufré capable de former des ponts disulfures. Cet assemblage par des ponts disulfures permet d'une part une grande résistance à la tension. C'est pour cela que vous pouvez tirer relativement fort sur vos cheveux avant de parvenir à les casser. Vous pouvez faire l'essai. Et d'autre part, les ponts disulfures
vont conférer la rigidité aux cheveux pendant la croissance, qui peut atteindre jusqu'à 1/3 de millimètre par jour, autrement dit, environ 1 cm par mois pour les plus chanceux d'entre vous. La localisation et le nombre de ponts disulfure déterminent la forme du cheveu, c'est-à-dire cela va déterminer s'il est crépus, frisé, bouclé ou raide. Et la brillance, la souplesse et l'imperméabilité du cheveu est donnée par le sébum et les lipides membranaires. Passons maintenant aux filaments à base de vimentine. Cette protéine est présente dans de nombreuses cellules mésenchymales, comme les cellules endothéliales et les fibroblastes. Elle forme un réseau supramoléculaire qui s'étend du noyau à la membrane, comme vous pouvez le voir sur cette photo de cellules en microscopie à fluorescence. La vimentine a été colorée en rouge. Les filaments ont plusieurs fonctions primordiales dans la cellule. Tout d'abord, ce sont eux qui maintiennent la forme des cellules. Par ailleurs, comme on le voit sur la photo de microscopie électronique à haute résolution à droite de la diapositive, les filaments intermédiaires à base de vimentine interagissent avec les autres composants du cytosquelette, comme le réseau d'actine et les microtubules. Ces interactions font intervenir de nombreuses protéines associées, comme la plectine par exemple, qui lie les filaments intermédiaires aux microtubules sur ce cliché. Les filaments sont aussi impliqués dans l'ancrage des organelles dans le cytosol. Voici une diapo qui décrit le rôle des filaments à base de desmine. Je vous ai dit précédemment que la desmine est spécifique des cellules musculaires. On va la trouver dans le muscle squelettique, le muscle cardiaque et le muscle lisse. Dans le muscle squelettique, dont l'unité de base est le sarcomère, représenté ici, les filaments de desmine sont perpendiculaires à l'axe du sarcomère et relient les fibres les unes aux autres, c'est-à-dire les filaments épais et les microfilaments d'actine couverts de tropomyosine. Cette protéine est primordiale dans le développement du muscle, et au cours du développement, la vimentine, qui est exprimée au stade embryonnaire, disparaît peu à peu et elle est remplacée par la desmine qui prend sa fonction dans le muscle. Passons à un autre type de filaments intermédiaires, ceux composés des protéines des neurofilaments. Ces protéines sont en fait une famille de 3 phosphoprotéines, nommées NfL pour low, NfM pour medium 1 et NfH pour high, nommés ainsi selon leur poids moléculaire. Les filaments de type 4 sont spécifiques du système nerveux périphérique et central. Les 3 protéines NF s'organisent en hétéropolymères pour former les neurofilaments. La protéine NfL, celle de plus bas poids moléculaire, est indispensable à l'assemblage des neurofilaments. Comme représenté sur le croquis en bas de la diapositive, la partie C-terminale des protéines NF est projetée vers l'extérieur de l'axe du neurofilament, formant des ponts entre les neurofilaments lorsqu'ils se trouvent côte à côte. Les neurofilaments permettent la formation des axones. Les ponts créés par les régions C-terminales des protéines NF participent à l'espacement régulier entre les neurofilaments dans les axones, comme cela est illustré sur la photo. De par ces espacements, les neurofilaments modulent le diamètre des axones. Et ce phénomène est très important car il est un facteur déterminant de la vitesse de la conduction de l'influx nerveux. Par ailleurs, l'hyperphosphorylation des neurofilaments provoque des accumulations des corps de Lévy dans l'organisme et cela est retrouvé dans différentes maladies comme par exemple la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Abordons en dernier les filaments de type 5. Je vous rappelle qu'ils sont composés de lamines. Ici encore, il s'agit d'une famille de protéines avec des lamines de type A, de type B ou de type C. Ces lamines sont codées chez l'homme par 3 gènes. Les lamines de type A, C1 et C2 sont obtenues par un épissage alternatif du gène A. La lamine B1 est codée par le gène B1 et les lamines B2 et B3 proviennent d'un épissage alternatif du gène B2. 2 des 3 lamines s'organisent en dimères qui polymérisent en filaments intermédiaires, responsables de la lamina nucléaire de toutes les cellules de l'organisme. Dans cette structure, les lamines sont sous forme déphosphorylée. La lamina nucléaire, que vous pouvez voir sur ce schéma d'un pore nucléaire, présenté en haut de la diapositive, est un réseau fibrillaire de filaments intermédiaires, donc à base de lamines. Ces réseaux tapissent la face interne du noyau entre l'enveloppe nucléaire et la chromatine. Ce réseau confère une certaine rigidité au noyau
et lui donne sa forme globulaire, comme on peut le voir sur la photo en bas de la diapositive. La lamina nucléaire a été colorée en vert sur cette photo. Lors de la mitose, les laminas A et C se phosphorylent, ce qui entraîne une dépolymérisation de la lamina nucléaire qui est indispensable à la division cellulaire. La lamine B, elle, reste associée à la membrane nucléaire pendant ce processus. Voilà, j'ai terminé la totalité du cours sur le cytosquelette et j'espère que cela vous a plu. À bientôt.